Bonjour Alain Mabankou. Bonjour. Traduit dans une vingtaine de langues, l'un des plus grands écrivains d'aujourd'hui. Congolais, votre nouveau roman s'appelle « Les cigognes sont immortelles ». On va en parler dans quelques instants. Alain Mabankou, un petit mot sur l'actualité, ce qu'on appelle un buzz en France. Oui. J'allais presque dire que pour Éric Zemmour, vous avez le bon prénom. Alain, c'est bien français ? Écoutez, je suis fier d'avoir comme nom Mabankou, qui vient Mabaou, qui veut dire les fièvres. Quand j'écoute cette polémique, notamment où on pense que Afsatou devait s'appeler Corinne, ça me fait pitié. Parce que tout à l'heure, en prenant le taxi, je suis rentré, c'est un Sénégalais qui était à l'intérieur, qui conduisait. Et il s'appelle, son prénom c'est Yacouba. Donc c'est un prénom du côté des Mandingues, du côté qu'on trouve même chez les Juifs sous la forme de Jacob. Et le monsieur m'a dit que son grand-père était ancien combattant, son père était dans l'armée française et il vit ici. Et je pense qu'il porte très bien son pronom de Yacouba, il ne faut pas le changer. La France est en train de s'orienter vers une certaine idéologie suicidaire, d'avoir comme ambassadeur de l'esprit des gens comme les Éric Zemmour. Et il faudra à un moment donné qu'on revienne à l'esprit du génie français qui n'incarne pas les livres que sort notre chroniqueur ou notre journaliste Éric Zemmour, c'est pitoyable. Oui, vous dites aussi, Alain Mabankou, que par exemple, la francophonie aujourd'hui sert à édulcorer la mainmise de la France sur la politique africaine. Vous le dites encore, ça ? Moi, je pense que ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité. Ce que j'ai dit, je ne peux pas le renier parce que les faits sont tels qu'ils sont. La francophonie, aujourd'hui, nécessite un vrai balayage au niveau de l'institution et au niveau de sa méthode de fonctionnement. Ça ressemble finalement parfois trop à un rassemblement des dictatures à côté de la France pour discuter des problèmes qui ne sont pas des problèmes des Africains. Le problème des Africains, aujourd'hui, ce n'est pas la francophonie, c'est l'électricité, ce sont les hôpitaux, ce sont les routes, ce sont les salaires de fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois et des mois et on vient discuter comme à l'époque des discussions byzantines. Faites un tour au Congo-Brazzaville, au Gabon, partout, vous allez retrouver cette sorte de démon de la jeunesse qui veut la liberté d'expression, cette jeunesse qui veut des hôpitaux, cette jeunesse qui en est marre d'assister aux assassinats, comment on appelle ça, aux incarcérations sans procès, où on a l'exemple du général Mokoko au Congo-Brazzaville qui jusqu'alors est incarcéré et il y a eu un procès très expéditif qui a été fait et il est toujours en prison. Moi, je pense qu'il faut écouter toutes les voix. Je ne suis pas l'ennemi de l'Afrique, mais je suis celui qui pense que nous pouvons reconstruire, repenser l'Afrique, quelles que soient nos divergences. Chacun est libre d'être dans son parti politique, d'avoir sa couleur politique, mais il faut une Afrique plurielle. Oui, vous diriez encore que la francophonie, c'est l'expression encore d'une vision coloniale de la France ? Mais bien entendu que la vision coloniale est toujours là. La francophonie ne doit pas être seulement le lieu où on réfléchit pour la santé de la langue française. La langue française est belle, elle existe, elle a toutes ses couleurs, elle a toutes ses variétés, ses variations même climatiques. Elle n'a pas besoin qu'on la protège. Ce qui est peut-être délicat pour nous, c'est de comprendre pourquoi un pays qui est un pays de liberté, des droits de l'homme, n'applique pas la même courtoisie d'échange avec les autres pays. L'Afrique est peut-être le seul pays dont on porte des coups de poignard dans la nuit sans pour autant qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on se réveille le matin, le sang est en train de couler. Et il faut qu'on ait cette vigilance. Il ne faut pas que lorsqu'une voix se lève pour dire quelque chose, qu'on dise voilà l'ennemi de la langue française, voilà l'ennemi de la France. Je ne suis pas l'ennemi de la langue française. Ça fait maintenant 17 ans que j'enseigne la langue française aux États-Unis. 17 ans que je l'enseigne dans le silence, sans pour autant qu'on vienne dire « oui, la langue française est menacée ». Elle n'est pas menacée. Il y a une académie qui s'appelle l'Académie française, qui
travaille sur le dictionnaire, qui travaille sur la langue, et mon ami Dany Laferrière fait partie de cette académie, elle n'est pas menacée. Oui. Par la parution des romans en français, nous sommes de loin une des nations littéraires les plus élevées. Mais le président français Emmanuel Macron vous avait proposé de participer à une commission de réflexion pour rénover la francophonie. Vous aviez refusé. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Emmanuel Macron? Mais moi, je pense qu'on en avait parlé. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas de rénover la francophonie, c'est de faire de sorte que le continent africain puisse respirer démocratiquement, que les poches, le cœur des ténèbres des dictatures puisse s'effacer pour que se lève une Afrique nouvelle, belle, parée de beaux habits et qui peut se présenter dignement. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir honte d'être africain ou de sortir d'un pays de la dictature. Je souhaite une Afrique dans laquelle brille un soleil qui éclairerait tous nos problèmes pour qu'on les résolve ensemble. Oui, les cigognes sont immortelles. Le titre de votre nouveau roman, Alain Mabanckou. Immortelles comme quoi, au fond? Parce que ces cigognes, eh bien, qui flottaient dans ces années 77, où un dictateur de type soviétique est assassiné au Congo-Brazzaville, eh bien, ces cigognes sont toujours là. Disons que je ne dirais pas que le président Marien Ngouabi était dictateur. C'est vrai qu'il était militaire, il était arrivé à la suite d'un coup d'État, mais la ligne qu'il souhaitait donner semblait peut-être ouvrir un peu par le gouvernement hétéroclite, par la présence des amis qui étaient des amis ou des ministres qui étaient aussi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'était une période catastrophique. Et ce roman, en dehors du fait que ça a une charge politique souterraine, est aussi le roman de l'Afrique pendant les vents communistes qui étaient arrivés là. On avait au Bénin, on avait au Congo, on avait au Gabon, sauf le Zaïre qui résistait un peu avec Mobutu, qui avait pratiqué la politique de l'authenticité. C'est un roman familial, c'est un roman de la famille africaine, du courage de la femme, parce que la seule femme qui résiste à l'intérieur, Maman Pauline, est quelqu'un qui refuse que le pays soit en quelque sorte l'alibi pour venir fragiliser les familles. Lorsqu'il y a un problème politique, on ne regarde pas trop la difficulté qu'il y a dans les familles africaines. Et on voit que le roman est raconté par un enfant pour rester dans une certaine innocence de la narration, puisque moi-même, j'avais 11 ans au moment de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Oui, le petit Michel, c'est un peu vous, hein, cet enfant, ce narrateur, et dont finalement la vie quotidienne est bouleversée par ce qu'on appelle la grande histoire, ce qui est en train de se passer dans le pays, loin, à Brazzaville, puisqu'eux, ils sont à Pointe-Noire. Oui, c'est la grande histoire qui s'est passée. Grosso modo, vous avez cette famille qui passe sa vie tranquillement. Il y a Maman Pauline, il y a Papa Roger, il y a le petit Michel, le narrateur, et puis le chien. N'oublions pas que le chien qui est à l'intérieur a une importance capitale. Et au moment de l'arrivée du coup d'État, beaucoup de gens vont se poser des questions. Que va devenir mon petit commerce de bananes? Que va devenir mon travail? Pourquoi il y a le couvre-feu? Et tout à coup, on se rend compte qu'un coup d'État qui était sur le plan national, devient une affaire qui va venir phagocyter une petite famille de Pointe-Noire. C'est cette trajectoire qui est racontée à l'intérieur où on voit finalement les grands mots du continent africain. Il n'y a pas que le Congo à l'intérieur. On retrouve le Cameroun de Oumniobé, qui était le grand rebelle. On retrouve aussi pratiquement, je reviens sur l'assassinat de Patrice Lumumba du côté du Congo démocratique, Congo belge à l'époque, mais il y a les Gilles Christophe Olympio, il y a aussi les Sankara, il y a toute cette Afrique meurtrie dont les espoirs sont appelés les cigognes. Et ces cigognes sont immortelles parce que nous sommes portés par le souffle et l'envol de ces oiseaux migrateurs qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus seulement en Afrique, elle est aussi à l'extérieur. Et on a besoin de cette fusion des cigognes de l'intérieur et de l'extérieur pour donner une bonne visibilité au continent africain. Oui, vous avez dit dans une interview au Nouvel Observateur, avec d'autres écrivains, vous dites on est aujourd'hui des oiseaux migrateurs, nous. Et donc, on doit raconter, dire l'histoire depuis l'Afrique et non plus seulement du continent européen, comme ça a toujours été le cas. Oui, je pense que parallèlement au discours
occidental qui a été fait sur l'Afrique, nous opposons un discours aussi de ceux qui étaient colonisés. Et ce travail de regard sur l'histoire, je ne le commence pas maintenant. Je veux dire que j'avais parlé de politique dans Les Petits-fils nègres de Vercingétorix, un de mes romans. Demain, j'aurai 20 ans, il y a de la politique. Les cigognes sont immortelles deviennent en quelque sorte la grande photographie de l'Afrique contemporaine. Mais on sait aussi que si on regarde bien l'Afrique, je l'ai porté au Collège de France, où pendant toute une année, j'ai enseigné l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la littérature africaine, où j'ai convoqué tous les grands intellectuels africains, d'Achille Mbembe, en passant par Célestin Monga, jusqu'aussi aux intellectuels français comme les Pascal Blanchard, les François Durper, y compris même des militants de la cause noire qu'on appelle comme les Rokhaya Diallo, et bien d'autres, et des écrivains, Gauze de la Côte d'Ivoire, ou Dieudonné Niangouna du Congo-Brazzaville. Oui, mais vous dites aussi le Congo-Brazzaville concentre ou représente aujourd'hui, dites-vous, tous les mâles de l'Afrique. Vous dites élections truquées, vous dites corruption. Non, disons que je ne dirais pas que le Congo représente tous les maux de l'Afrique. Je parle du Congo parce que je suis congolais. Je parle du Congo parce que je sais que j'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des cousins qui ne touchent pas les salaires depuis fort longtemps et qu'à un moment donné, nous sommes quand même dans un pays où le président, ça fait plus de 34 ou 35 ans, si on enlève les 5 ans de transition qui s'était passé avec Pascal Lissouba. Donc il y a une durée qui devrait être anormale dans une démocratie. On ne peut pas être président pendant 30 ans et vouloir changer tout d'un coup les choses. Il y a un moment où il y a la fatigue du pouvoir. Et aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui est phagocyté entre le FMI qui tout saute avant d'aider et les Chinois qui gremalent. Nous sommes dans une situation où nous sommes normalement un pays riche, mais nous ne pouvons pas faire face aux échéances. Et cela demande les efforts nationaux. Ce n'est pas simplement les efforts du gouvernement qui est en place là-bas, c'est les efforts aussi des Congolais, de la société civile, et ça passe par la liberté d'expression, parce qu'on doit entendre les voix comme les nôtres, on ne doit pas les considérer comme les ennemis de la révolution. L'erreur de notre pays ou de notre continent, c'est de penser que lorsque nous pointons du doigt les problèmes, ça va forcément avoir des conséquences sur le régime en place. Je critique très bien la France. Ce n'est pas pour autant que Macron a fermé les frontières de la France que je vienne. Je sais que ça ferait plaisir à beaucoup de gens que je sois interdit en France. Je ne suis pas interdit en France. Et au passage, je voudrais, puisque je l'ai lu dans la presse, je voudrais remercier, puisqu'il faut quand même être dans les remerciements, ce ministre de la Justice du Congo qui, semble-t-il, a dit que je n'avais aucun mandat d'arrêt, je n'avais qu'une interdiction au pays, que mes livres n'étaient pas interdits. Ça tombe bien, ça va me permettre de rentrer bientôt au Congo-Brazzaville. Vous allez rentrer quand au Congo-Brazzaville ? Dès que je le sentirai. Il faut que je me prépare. Je viens d'apprendre que je ne suis pas interdit, ça fait plaisir. Donc c'est votre souhait, Alain Mabanckou. Qui ne peut pas avoir le souhait de rentrer chez lui et de voir ses frères, ses sœurs, le peuple congolais? C'est important de le faire. Je suis un fils du Congo. Quand on me voit, la première chose qu'on voit, c'est le Congo-Brazzaville. J'allais dire l'Afrique, puis le Congo-Brazzaville. Donc nul n'a le monopole de dire que le pays lui appartient. Le pays nous appartient à tous. Qu'on le veuille ou non, nous devons composer ensemble pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci Alain beaucoup. Mabanckou. Ça s'appelle « Les cigognes sont immortelles ». C'est votre 12e roman et c'est un événement publié aux éditions du Seuil. Merci. Merci beaucoup, Alain Mabanckou. Merci.